RCF. Damien, l'empreinte du vent, c'est le titre de l'ouvrage en bande dessinée qui fait l'objet de notre émission aujourd'hui. Je vais vous parler d'une aventure sur la mer qui eut lieu de mai 69 à septembre 73. Un tour du monde en presque 5 ans par 2 jeunes garçons de 22 ans. Il s'agit de Gérard Janichon et Jérôme Poncet. Damien, une aventure bien connue pour tous les voileux. Cette aventure a commencé à naître dans leur tête à 17 ans. Ils rêvaient de grands espaces et ont trouvé un accord pour un tour du monde sur un bateau à voile. Cette aventure fut narrée dans un ouvrage très épais de 660 pages, intitulé « Damien autour du monde, 55 000 milles de défis aux océans », avec près de 150 000 lecteurs après leur retour en 1973 et plusieurs rééditions par la suite. Nombreux sont ceux qui doivent leur vocation maritime à ce périple sur les mers. On comprend qu'une BD était nécessaire. C'est ainsi que je reçois aujourd'hui le dessinateur de la bande dessinée qui est sorti le 11 mai aux éditions Glénat, Damien, l'empreinte du vent. Bonjour Vincent. Bonjour. Vous êtes le dessinateur de cette bande dessinée dont le scénario est écrit par Gérard Janichon lui-même. Expliquez-nous comment cela s'est fait. Comment avez-vous l'idée de faire cette bande dessinée ? L'idée remonte à 2015. Je suis en fait issu d'une famille qui est très amoureuse de la Bretagne et de l'Atlantique. Et tout jeune, mes parents m'ont appris à la navigation. Alors ça restait de la navigation côtière, mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup partagé avec mon père. Et en 2015, en fait, mon père est décédé. Et suite à son décès, en fait, j'ai eu envie dans ma création, parce que je suis donc auteur de bande dessinée depuis déjà 16 ans environ. J'ai eu envie d'amener de l'horizon, on va dire, dans les histoires que je racontais. Et donc du coup, cet événement en fait dans ma vie a fait que ça m'a fait un petit peu basculer. J'avais relu Damien quelques années auparavant. Et du coup, je me suis dit que c'était peut-être le moment de contacter Gérard et de lui proposer une éventuelle collaboration sur un album de BD qui reprendrait en fait cette grande histoire qui est Damien. Et vous connaissez déjà bien La Rochelle parce que votre père habitait sur son bateau à la fin de sa vie. Oui, c'est ça. Mes parents vivaient sur leur voilier au port des Minimes en fait à La Rochelle. Donc du coup, effectivement, c'est un lieu que j'affectionne énormément et qui est chargé de souvenirs. Et donc du coup, voilà, c'était aussi un peu un hommage indirect à tout ça. À tout ça, oui. Parce que dites-nous un peu, qu'est-ce que vous avez fait ? Donc, vous avez fait une école de dessin particulièrement, une école d'art, bien renommée à Lyon, l'école Émile Cole. Oui, moi je suis issu de l'école Émile Cole à Lyon. Ensuite, je suis parti en jeu vidéo. J'ai eu un parcours d'une dizaine d'années dans le jeu vidéo, dans la 3D, beaucoup de 3D. Donc j'avais basculé du côté un peu, on va dire, numérique du dessin. J'avais un peu laissé tomber les crayons, l'aquarelle, tout ça. Je l'avais un peu mis en sommeil. Je le pratiquais pour moi à côté, mais c'était plus l'objet de mon travail. Donc j'ai fait une dizaine d'années de jeux vidéo. J'ai travaillé aussi un peu pour la télévision. On a fait des publicités en 3D, tout ça. Et puis au bout d'une dizaine d'années, j'ai eu envie de revenir à des choses un peu plus artisanales. En fait, j'ai toujours été très attiré par tout ce qui est artisanal, faire de ses mains les choses. Et là, l'industrie du jeu vidéo devenait vraiment une très grosse industrie. Et j'avais envie de quelque chose d'un peu plus concret, on va dire, avec du papier, de l'encre, de l'aquarelle. Donc voilà, c'est un peu la raison pour laquelle je suis revenu au dessin traditionnel, mais toujours en saupoudrant ça de mes connaissances et de mon savoir-faire numérique. Donc j'ai aussi certains albums qui sont des fois mis en couleur à la palette graphique. C'est assez varié. Et là, là pour le coup, Damien, c'est mon premier travail entièrement à l'aquarelle et entièrement de manière traditionnelle. Et vous avez fait auparavant des bandes dessinées sur l'aviation surtout. Oui. J'ai fait des bandes dessinées sur l'aviation. J'ai fait des bandes dessinées qui se passent aussi un peu historiques, historiques avec une certaine romance, mais qui s'appuient sur des faits historiques qui se passent à la fin du 19e siècle. Début 20e, mais c'est vrai que mes dernières productions sont plutôt liées à l'aéronautique en fait. L'aéronautique, c'est quelque chose aussi qui me touche beaucoup, dont je suis plutôt passionné, on va dire, comme tout ce qui est maritime, façon maritime, aviation, bateau, on est sur des choses qui sont très proches, on est dans des écoulements d'air, que ce soit sur une aile ou sur une voile, et ça fonctionne pareil. Et ici, on est plus près des montagnes. Alors ici, on est plus près des montagnes, effectivement, ouais.
Ce sont des Grenoblois, en fait, qui sont partis. C'est 2 jeunes étudiants grenoblois. Exactement, oui. C'est aussi ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est que ça part d'un monde et d'un milieu qui est très éloigné finalement de l'océan. Et c'est assez drôle de voir, enfin assez drôle et assez incroyable de voir comment deux jeunes Grenoblois dans ces années-là, donc dans le courant des années 60, ont pu avoir une telle idée et puis ont pu surtout mener à bien ce projet un peu fou. Oui, alors pour en revenir à la conception de la bande dessinée, comment votre rencontre s'est faite avec Gérard Janichon ? Eh bien, ça s'est fait par le biais de mails, en fait. En cherchant sur Internet, j'ai eu la chance de tomber sur son site et donc sur un contact mail. Et grâce à ce contact mail, en fait, j'ai pu rentrer en contact avec lui expliquer un peu qui j'étais et ce que j'avais un peu à lui proposer. Par mail, toujours. Par mail, oui, toujours. On a une correspondance mail. Et puis Gérard, c'est un écrivain. Alors quand il écrit des mails, c'est toujours super soigné. C'est très bien écrit. Enfin, c'était des très beaux mails qui m'envoyaient. Et on a eu une correspondance comme ça. Et je lui ai proposé, je lui ai dit voilà, je suis un fan de votre épopée et puis de votre livre. J'ai eu l'occasion de le lire plusieurs fois. Et puis je trouve que j'aimerais vraiment le mettre en image parce que quand je le lis, ça m'évoque plein de choses. Et puis j'aimerais lui rajouter un support visuel en fait. Et il m'a dit non. Voilà, ça a commencé comme ça notre histoire. Il m'a dit non en me disant qu'en fait il avait déjà écrit le livre une fois, il voyait pas trop l'intérêt de le réécrire une deuxième fois. Mais que voilà, il était très touché par le fait que je lui propose ça. Et donc du coup, je lui ai renvoyé un mail en lui disant qu'en fait, j'étais un lecteur frustré. Et en lui écrivant ça, j'ai senti que je captais un peu son attention, c'est-à-dire qu'il m'a dit frustré, ah bon, pourquoi ? Donc je lui ai expliqué, je lui ai dit que j'avais adoré son livre, il est d'une richesse folle, et c'est ce qui explique d'ailleurs sa grosse pagination. Mais en même temps, il a dû faire des choix en tant qu'auteur, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il évoque. Et puis il y a des choses qu'il a développées dans son histoire. Il a un parti pris. Il y a des choses qui lui ont semblé plus intéressantes à développer. Et en fait, en lisant le livre, à chaque fois, je sentais bien qu'il y avait plein d'autres informations, mais qui étaient un peu sous-entendues ou qui n'étaient pas forcément complètement mises en valeur. Et donc du coup, je lui ai proposé ça. Je lui ai dit, mais est-ce qu'on pourrait pas faire un livre, en fait, une BD qui viendrait quelque part s'emboîter un peu dans votre livre ? C'est-à-dire, ça serait pas une redite, ça raconterait l'histoire pour les gens qui la connaissent pas, mais en même temps, ça pourrait aussi amener des informations supplémentaires pour ceux qui la connaissent. Et donc à partir de là, voilà, on s'est mis à avoir une interaction, on va dire, par mail pour voir un peu vers quoi on pourrait aller et comment. Et vous l'avez rencontré. Et on a fini par se rencontrer, ouais, effectivement, voilà. Et ça s'est fait. Et ça s'est fait, oui, il a manifesté de l'intérêt. Et puis, quand je l'ai rencontré, Gérard, je me suis rendu compte, en allant chez lui, que c'était aussi un lecteur de bande dessinée, que c'était quelqu'un qui avait une connaissance et une lecture de la bande dessinée. Et ça, c'est chouette parce que c'est pas... Gérard, c'est un écrivain, en fait. Et il y a certains écrivains qui sont effectivement... des écrivains complets mais qui n'ont pas forcément cette culture de la bande dessinée et c'est pas évident effectivement la bande dessinée des fois ça m'est déjà arrivé en festival de rencontrer des lecteurs qui sont vraiment purement littéraires et qui me disent la bande dessinée c'est intéressant, c'est chouette, il y a des dessins mais je sais pas comment la lire en fait. C'est très perturbant, moi je suis habitué au texte et comment on lit, est-ce qu'on doit d'abord regarder les dessins, est-ce qu'on doit d'abord regarder le texte? Quelle est la manière de faire en fait? Et c'est vrai que c'est pas toujours facile à expliquer. Et du coup, quelqu'un qui a cette culture-là, qui a cette habitude-là, naturellement, il va pouvoir plus facilement rentrer dans l'écriture sur ce type de format, on va dire. Et vous, qu'est-ce que vous dites? Il faut d'abord regarder l'image, puis le texte, ou dans l'autre sens? Ah non, pour moi, le texte est le plus important, le dessin est secondaire, et je vais même vous dire une chose, ce qui est le plus important dans une BD, pour moi, c'est les blancs, en fait, entre les cases. Parce qu'en fait, c'est là où le lecteur fait ses liaisons entre les différentes bulles, et c'est aussi là où il a la place de mettre son imaginaire. Et c'est ce qui explique souvent qu'en festival, c'est assez intéressant quand on discute avec des lecteurs, parfois ils sont convaincus d'avoir vu des choses ou lu des choses ou vu des dessins qu'on n'a jamais mis dans l'album en fait. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est-à-dire qu'on a un vrai pouvoir de suggestion en fait, plus que ce qu'on pourrait penser en fait. On pourrait se dire oui, la bande dessinée ça met les choses en images et ça va les figer. Et en fait non, parce que ces petits blancs entre les cases permettent justement au lecteur de faire sa propre création et de mettre ses propres émotions en fait. Donc chacun en fonction de
de son vécu finalement va aussi greffer ses émotions, ses ressentis en fait dans ces petits blancs là. Donc pour moi le plus important c'est le texte et les blancs qu'il y a entre les cases. Et après le dessin c'est un support mais il est au service de l'histoire. Mais quelquefois vous ne mettez pas de cases, vous faites le dessin comme ça sur la page. Ah oui, vous voulez dire que le dessin n'est pas forcément cerné par une case. Exactement. Oui, ça permet là aussi d'amener des respirations. Après, il y a un travail qui est plus un travail de graphisme, qui fait que dans une planche de bande dessinée, ce qui peut être aussi des fois compliqué, c'est d'avoir toutes ces petites cases qui, quand on arrive sur la page, quand le regard se pose sur la page, peut créer un effet un petit peu, des fois un peu oppressant. Et de laisser circuler ces blancs justement et même de les faire rentrer parfois dans les cases et du coup on va dire de faire exploser un peu la case permet un peu ça permet au regard de circuler, ça donne aussi de la respiration. Et la respiration, je trouve que dans un livre, c'est assez important, surtout dans un livre qui est dessiné, parce qu'on peut aussi très vite étouffer en fait le lecteur en ayant beaucoup d'images. Donc le blanc, et dans l'aquarelle en plus de ça, le blanc, c'est une couleur super importante parce que le blanc en aquarelle, c'est la réserve, et cette réserve-là, elle est très importante. On peint beaucoup à partir du blanc en aquarelle, et donc essayer de laisser circuler ce blanc dans la page, ça reste quelque chose de... C'est un challenge, mais c'est un challenge qui est important à la fois visuellement, mais aussi pour la respiration du lecteur. Et il a fallu transmettre beaucoup d'émotions, parce qu'évidemment, un voyage de presque 5 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Vous pensez bien que ce n'était pas un voyage très tranquille. Donc revenons-en à ce voyage. Donc nos deux jeunes sont au lycée, un lycée militaire près de Grenoble. Comment s'appelait-il ce lycée C'est l'EPA. EPA, l'école des pupilles de l'armée de l'air, en fait. Voilà, à côté de Grenoble, donc dans la vallée du Grésivaudan. Voilà. Et ils ont 17 ans. Et ils décident de faire un tour du monde. Comment ça se passe au début ? Comment ça se passe au début ? Alors Gérard me raconte qu'en fait ils se connaissent avec Jérôme, donc c'est Jérôme et Gérard. Jérôme est un peu plus jeune que Gérard, il a 1 an de moins. Ils se connaissent, ils se croisent dans ce lycée. Ils se jaugent aussi pas mal. Il me disait oui, on était un peu deux bêtes là qui se tournaient autour, mais on communiquait jamais vraiment, mais voilà, on se connaissait. Et un jour en fait, Gérard attend un copain qui doit arriver à la gare de Grenoble. Et il y a un problème sur le train et je ne sais pas pour quelle raison. En tout cas, il se trouve que Jérôme est au courant. Je pense que c'est parce que son père était prof de maths en fait dans ce lycée. Et je pense que par son père, son père a dû lui dire d'aller annoncer à Gérard que le train de son ami avait du retard et que du coup il arriverait 24 heures après. Enfin bon, il y avait pas de portable à l'époque. Il y avait un gros problème. Il n'y avait pas de portable. Effectivement, on est dans les années 60. Donc du coup, Jérôme s'est présenté à l'appartement où habitait Gérard avec sa maman. Il a sonné, Gérard a ouvert et puis il lui a annoncé donc qu'effectivement ce train n'arriverait pas. Et suite à ça, en fait, ils se sont, je sais pas, il s'est passé quelque chose qui a fait qu'ils sont allés boire un verre ensemble, dans la rue un peu plus bas. Peut-être parce que c'était aussi l'occasion un peu de discuter. Et au cours de cette discussion, en fait, s'est posé la question, parce que Gérard, il y a cette histoire, c'est que Gérard venait de passer son bac, en fait. Donc il était vraiment à la fin de ses études. Et donc, dans la discussion est arrivée la question, qu'est-ce que tu vas faire ? Quels sont tes rêves ? Quelle va être ta vie maintenant, en fait ? Et Gérard à ça a répondu là je suis en train de faire des papiers, je vais essayer de partir pour le Canada. Enfin bon, il avait envie d'une vie assez aventureuse et aussi assez tournée vers la nature. Oui, donc, il voulait partir au Canada, donc il avait quand même un désir d'aventure. C'est ça, voilà, il en était là. Et sur ce, donc Jérôme lui répond c'est marrant, moi aussi j'aimerais bien partir, j'aimerais bien faire un tour du monde. Ah bon, un tour du monde ? Ah oui, ça me parlerait bien aussi un tour du monde. Ah oui, mais moi le tour du monde je le verrais bien à la voile. Et là, Gérard était un peu subjugué. Bon, les bateaux, lui, c'est un univers qu'il connaissait absolument pas. Il n'était jamais monté sur un bateau. Non, jamais. Et Jérôme, lui, faisait un petit peu de voile avec ses parents l'été, justement, vers l'île de Ré, La Rochelle, dans ces coins-là. Donc, lui connaissait déjà un peu plus les choses. Ça lui était un peu plus familier. Mais Gérard était absolument, complètement étranger à ça. Et donc, ça l'a interpellé et il s'est dit que finalement, un tour du monde, ça correspondait bien à ce qu'il avait envie de faire. Après, sur le bateau, il n'était pas trop sûr. Donc, il a dit à son copain Jérôme, écoute, laisse-moi quelques semaines quand même pour y réfléchir, mais je vais te donner une réponse en fait. Et voilà comment les choses ont commencé. Ils avaient 17 ans. Ouais, ils avaient 17 ans, et c'est jeune, hein. C'est jeune, et en même temps, moi, c'est ce qui m'a vraiment impressionné dans cette histoire, c'est que le projet commence tôt,
et à aucun moment ils le lâchent. Ils ont tout pour le lâcher parce que ils sont à des moments charnières de leur vie où les vies peuvent très vite s'orienter, les études ou justement la fin du bac ou rentrer dans la vie active. Enfin, c'est des points assez clés finalement. Et dans ces points clés, ils prennent des décisions qui sont des décisions complètement hallucinantes, hein, surtout pour l'époque. Effectivement, on n'a pas Internet, on n'a pas accès à tout ça. Et puis surtout, c'est des choses qui n'ont pas vraiment été faites en fait. Hein. Partir avec un petit bateau de 10 mètres autour du monde. Et ils n'ont pas un sou. Ils n'ont pas un sou, ils ont tout à apprendre, ils n'ont pas... Bon ça ils le découvriront par la suite, mais il y a aussi, on n'est pas du tout à l'ère des GPS, hein, donc il y a plein de zones qui ne sont pas encore reportées sur des cartes. Donc, pour eux, ils ont que la foi, l'envie de le faire, et puis éventuellement, je sais qu'ils ont beaucoup lu tous les grands navigateurs, les grands explorateurs qui avaient fait des livres là-dessus. Hein. Ils me parlent souvent d'Ernest Shackleton, dont on vient d'ailleurs de retrouver le bateau là en Antarctique il y a quelques semaines. Bon, en Géorgie du Sud. Oui, c'est ça, ouais, qui a coulé. Mort, alors, ça tombait en Géorgie du Sud, mais son bateau, ils l'ont retrouvé plus en Antarctique. Son premier bateau, l'Endurance, en fait, et qui avait coulé, en fait, pris par les glaces. Et d'ailleurs, Shackleton avait réussi à sauver tout son équipage. Ça a pris longtemps, mais il avait réussi un tour de force. Donc, du coup, cette histoire était devenue mythique. Il y a eu un livre qui avait été fait là-dessus, qui avait été écrit par Shackleton. Et donc, du coup, Jérôme et Gérard avaient ce type de littérature en main et ont fait aussi leurs armes et ont pris connaissance de leur futur sujet, on va dire, grâce à ces gens-là, mais qui étaient des gens qui avaient écrit un siècle auparavant. Oui, et ils ont quand même mis 5 ans à aborder leur projet. Oui, ils ont mis 5 ans pour monter le projet. Alors c'est assez intéressant parce que dans leur histoire, ce qui est chouette, ce qui est beau, et moi qui m'a vraiment touché aussi dans cette histoire, c'est que il y avait effectivement, il fallait trouver un bateau, il fallait mettre tout ça sur pied, mais avant toute chose, leur préoccupation du début, c'était de construire une amitié en fait. C'est-à-dire c'est des gens qui sont quand même très rationnels aussi, et je trouve qu'il y a énormément de maturité dans leur façon d'aborder les choses. On peut les voir un peu comme des doux rêveurs qui se sont lancés dans un truc un peu fou, mais faut pas être des doux rêveurs pour arriver à faire des choses comme ça. Donc c'est très méthodique en fait leur manière de faire. Et donc du coup, étant à Grenoble, ils ont commencé à construire leur amitié, c'est-à-dire à s'éprouver l'un l'autre dans des situations un peu qui pouvaient s'apparenter à des situations extrêmes pour eux et voir un peu comment ils réagissaient et puis comment ils s'entendaient en fait. Donc ils ont profité de tout le terrain autour de Grenoble, toute l'aventure que ça offrait. Ils ont fait des descentes de l'Isère, ils me disaient, dans des bateaux gonflables, ils sont allés faire des randonnées, tout autour, voilà, l'aventure pure et dure, quoi, pour un peu s'éprouver et puis apprendre à se connaître. Et pourquoi pas en montagne faire de l'aventure? Il y a vraiment beaucoup d'endroits où on peut partir, faire des raids en montagne? Ben oui, alors là, je pense que c'est justement l'envie de bateau de Jérôme qui a dû faire un peu basculer les choses là-dedans et qui a interpellé Gérard, hein, parce que quand Jérôme lui a parlé de bateau, Gérard ça lui parlait absolument pas, mais par contre ça lui a plu. Après, il y a aussi une chose, c'est que Gérard il est né au Maroc. Et il y a un petit passage là-dessus dans le livre, enfin dans la BD qu'on a faite, où jeune, petit, en fait, il était sur les plages et le vent lui parlait, les nuages, ça lui parlait en fait. Il passait des heures à regarder les nuages. Le fait qu'il se déplace enfin, il avait cette... on sent, et puis en discutant avec lui, il y avait cette envie en fait de lointain. Et le côté porté par le vent, je pense, a été un peu le dénominateur commun. Au-delà de ça, c'était un fanat d'aviation aussi. Hein. Gérard, il a poursuivi ensuite une carrière un peu aéronautique dans un deuxième temps, mais c'était quelqu'un qui était passionné aussi par l'aérien, l'air, et donc le bateau. Là encore une fois, ça se rejoint. Le bateau poussé par l'air, enfin c'est idéal. Et puis à cet âge-là, quand on n'a pas un sou en poche, du carburant, c'est pas forcément, même si on était à une époque où le carburant coûtait beaucoup moins cher, pour eux c'était la solution idéale pour faire le tour du monde à petit budget, on va dire. Oui, et l'empreinte du vent, c'est les nuages. L'empreinte du vent, oui, c'est ça, c'est quand on lit le livre, j'ai trouvé ça très beau, son titre, là, quand il me l'a proposé, j'ai trouvé ça vraiment chouette et ça résume bien, je trouve, les choses. Effectivement, c'est à quel point les nuages, le ciel l'ont marqué et à quel point tout ça se rejoint et à quel point tout ça est cohérent en fait dans son parcours. Bon, on va faire une petite pause musicale. Et est-ce qu'il y a une musique qui vous tenterait, qui est particulière pour vous? Ah oui, alors il y a une musique qui est faite par un
par une artiste en fait qui s'appelle Mariek. J'ai peur d'écorcher son nom de famille, mais son projet en fait c'est Piano-Océan en fait, et c'est rigolo parce que c'est très inspiré de Damien. Alors moi je l'ai découverte en fait avant de savoir ça. C'est quelqu'un que j'écoutais et que j'ai découvert un peu auparavant. Et en fait, elle a sorti un livre il y a quelques temps et elle expliquait qu'en fait, elle a mis son piano sur un bateau suite à la lecture en fait de Damien. Et donc aujourd'hui, elle parcourt, elle a fait déjà toute la côte méditerranéenne, toute la côte bretonne. Elle était en Irlande et puis maintenant, elle commence à partir vers la Norvège cette année. Et donc, elle part avec son piano sur un bateau et elle rencontre en fait des musiciens au long de son voyage et elle fait des enregistrements de chansons. Ces musiques deviennent en fait le carnet de voyage de son bateau. Et donc, son projet s'appelle Piano-Océan. Et son bateau s'appelle Lady Flo, en fait. Voilà. Et c'est un bateau qu'elle a acheté à Lorient, qui vient de Lorient. Le nom de l'extrait que vous voulez écouter ? C'est Thousands Miles. Dozens and
retrouve Vincent, dessinateur d'une bande dessinée avec le scénario de Gérard Janichon, Damien, l'empreinte du vent. Et alors ce voyage, ce périple, pouvez-vous nous en donner un peu les grandes lignes, le tracé de leur aventure? Alors le tracé de leur aventure, en fait, ils sont donc partis de La Rochelle. C'est à La Rochelle qu'ils ont fini de construire leur bateau. Ils ont fait construire la coque. Ils ont réussi à financer une coque vide et puis ensuite ils ont migré à La Rochelle autour de leur bateau et puis ils ont fini de construire leur bateau là-bas. Donc alors le bateau, c'est une coque en bois. Oui, c'est une coque en bois, oui. Bois moulé. Oui, c'est ça, exactement. C'est une coque en bois moulé qu'ils ont fait construire sur un petit chantier à La Rochelle. Et donc pendant que la coque se construisait, eux, ils se partageaient entre différents boulots pour essayer de financer tout ça. Donc ils ont réussi à financer la coque. Et à partir du moment où la coque a été financée, ils sont allés vivre donc à La Rochelle, sur le chantier directement. Et là, ils ont travaillé d'arrache-pied sur leur bateau, donc à toute la partie aménagement, accastillage, gréement. Donc il y avait sur un bateau, une coque vide, ça laisse encore un très très gros chantier derrière en fait. Donc, et voilà. Les gens étaient un peu interloqués et leur faisaient des dons par-ci par-là, un petit quelque chose à mettre sur leur bateau. Ils avaient tellement aucun budget. Oui, ça n'a pas été simple pour eux. Ils ont été aussi, je pense, l'objet de pas mal pas de moqueries, mais de gens qui devaient un peu halluciner de voir deux jeunes à cette époque-là se lancer dans un tel projet et sans forcément, en plus de ça, avoir une grande expérience maritime. Mais effectivement, il y a des gens qui les ont pris sous leurs ailes et qui les ont vraiment aidés en fait. On les évoque d'ailleurs dans le livre. Alors, il y a des personnes carrément qui les hébergeaient en fait, qui les nourrissaient. Il y en a qui leur ont filé du matériel, un mât. Enfin bon, bref, ils ont pu comme ça, petit à petit, monter tout leur projet et aboutir vraiment leur bateau jusqu'au point de le mettre à l'eau à La Rochelle en fait. Voilà. Et donc le périple, en fait, ils sont donc partis de La Rochelle. Ils sont partis ensuite, ils sont passés donc par la Manche. Ils ont fait une escale à Londres. Et puis ensuite, ils sont remontés le long des côtes norvégiennes. Et ils sont allés jusqu'au Spitzberg, en fait. Voilà. Et c'est ça qui est extraordinaire, avec un petit bateau, sans GPS, sans rien, allés au Spitzberg. Donc je crois que c'est le premier petit voilier qui est allé si haut, et après aussi bas dans l'Antarctique. Oui, c'est ça. Et je pense que c'est là où ils ont eu le déclic, en fait. Enfin, c'est ce qu'on sent, en fait, dans leur livre, et puis en discutant avec Gérard, c'est que arriver dans le Grand Nord, comme ça, la glace, tout ça, c'est quelque chose qui les a vraiment profondément marqués et impressionnés. Et donc du coup, effectivement, une fois qu'ils sont allés au Spitzberg, ensuite ils sont revenus du coup par l'Islande, avec des escales au fur et à mesure. Ils ont donc fait une escale à Reykjavik en Islande, et puis ensuite ils sont descendus donc Cap Farewell, ils sont descendus St. John's, et puis hop, ils ont longé New York, et puis ils sont arrivés donc dans l'arc antillais en fait, à Sainte-Croix. Et là il y a eu un problème en fait, c'est que Jérôme a eu un problème de santé. Et il a eu une opération pour l'ablation d'un rein en fait. Et le bateau en parallèle de ça a été éperonné par un marin ivre une nuit qui est rentré dans Damien et qui a enfoncé un morceau de la coque. Donc il y a un moment où Gérard s'est retrouvé avec son copain qui était pas bien à l'hôpital et qui était en plus de ça en très mauvaise position, parce que en parallèle de ça, en plus, c'est rajouté un crash d'un petit avion en fait, d'un avion en fait sur ces îles-là, et toutes les poches de sang qui servaient aux perfusions ont été mobilisées. Et du coup, Jérôme s'est retrouvé sans poche de sang pour se faire perfuser. Donc en fait, Gérard était avec un bateau qui était en train de couler, son copain qui était en train de mourir, et a essayé de chercher quelqu'un qui avait le même résus que Jérôme en fait, pour essayer de faire une perfusion pour qu'il puisse être sauvé en fait. Donc voilà le petit passage, mais peut-être qu'on en reparlera plus tard. Ensuite, donc une fois que tout ça c'est bien fini, parce que ça c'est quand même bien fini, ce qui est quand même plutôt bien pour eux et puis pour l'histoire. Ils ont continué leur périple et ils sont descendus en fait jusqu'à l'embouchure du fleuve Amazon. Et au niveau du fleuve Amazon, en fait, ils ont décidé de remonter l'Amazon. En fait, ils l'ont remonté sur 2000 km. Donc là, ils sont vraiment rentrés dans les terres avec le voilier. Donc c'est assez. Oui, il y a des pages magnifiques là, et des aquarelles superbes. Oui, et puis là aussi, c'est complètement improbable. Un petit bateau comme ça qui remonte l'Amazon, enfin, c'est assez fou. Et pour eux, c'était une convalescence en fait. Ils le voyaient un peu comme ça suite à tout ce qui leur était arrivé dans l'arc antillais. Donc ils sont remontés au fin fond de l'Amazon, et à tel point qu'ils sont remontés haut, c'est que en fait, à un moment, donc ils se sont retrouvés un peu dans la jungle, et
et tous les habitants locaux en fait les ont un peu pris pour des docteurs parce qu'ils avaient une petite trousse à pharmacie à bord et puis que de temps en temps ils filaient un coup de main pour réparer pour soigner quelques bobos de ci de là. Et donc du coup Gérard est devenu le docteur de l'Amazonie, et ça aussi c'est une partie qu'on a développée dans le livre parce que c'est assez improbable. Donc il était avec sa petite trousse de pharmacie, il a aucune connaissance de rien du tout on va dire en médecine, mais il se retrouvait des fois, il me disait, face à des bobos qui étaient un peu compliqués et il savait pas trop comment ça allait finir, mais bon, il y mettait tout son cœur et donc voilà, il passait de droite à gauche comme ça, ils ont soigné plein de gens. Et 50 ans après, il s'en souvient bien encore, Gérard. Oui, parce que lui, ce voyage dans l'Amazonie a été assez révélateur. Ils ont fait tous les deux la rencontre d'un monsieur un peu âgé qui est devenu un peu une sorte de mentor et qui les a accompagnés un peu pendant toute cette vie en Amazonie. Qui était-il ? Alors c'est un monsieur qu'ils appellent grand-père en fait, qui est quelqu'un qui a un certain âge. Il m'a montré quelques photos de lui. Il faut pas imaginer quelqu'un c'est pas un vieillard non plus, mais c'est vrai que pour des gens qui vivent rudement, de façon pas forcément facile au fin fond de l'Amazonie, c'est quelqu'un, je sais pas, qui devait avoir peut-être cinquantaine d'années, entre 50 et 60 ans, peut-être 55. Donc c'est pas quelqu'un de très âgé, mais c'est par rapport à eux, le décalage d'âge était déjà suffisamment grand pour eux, ce soit quelqu'un de très important. Et donc c'est quelqu'un qui les a un peu initiés à la forêt, qui leur a appris plein de choses. Il leur a appris à pêcher, à chasser. Il leur a fait découvrir plein de choses parce que forcément ce grand-père les a amenés dans différentes tribus. Donc Gérard c'est vraiment pris d'amitié pour lui et a partagé pas mal de moments où ils étaient vraiment tous les deux dans cette découverte en fait, pendant que Jérôme c'est quelqu'un qui est alors Jérôme, je le connais pas, j'ai pas eu la chance de le rencontrer, mais de ce qu'il m'en a décrit puis de ce que j'en ai lu, c'est quelqu'un qui est très technique en fait et qui est vraiment qui est très technique. Et c'est vrai que Jérôme, lui, était plus souvent dans les problématiques qui sont des problématiques effectivement que les marins rencontrent, qui sont de maintenir le bateau en état. Donc c'est pas que Gérard le laissait tomber, hein, ils faisaient les choses ensemble, mais c'est vrai que Jérôme souvent restait au bateau pour l'entretien du bateau, il se souciait beaucoup plus de la condition de Damien, et je pense que Jérôme donc, et Gérard à certains moments était plus lui dans son espèce de grande découverte et son espèce de claque folle de découvrir cette espèce de lieu incroyable avec de cathédrale végétale complètement incroyable, et avec ce fameux grand-père en fait. On sent que les moments vraiment où il y a beaucoup d'émotions, c'est peut-être donc le Nord, le Spitzberg, l'Antarctique complètement au sud et l'Amazonie. Je pense que ce sont moi, ce que j'en ressens par rapport à tout ça, c'est que ce sont les endroits où la nature est complètement omniprésente en fait. Je pense qu'ils ont vibré tous les deux, Jérôme et Gérard, dans des lieux où il y avait plus de place presque pour l'artificiel en fait, où la nature était brute et totale en fait. Enfin, c'est ce que j'en ai retiré des lectures du livre, du film aussi, parce qu'ils ont fait un film, et puis de nos discussions. Et effectivement, c'est ce qui les faisait vibrer. Donc effectivement, l'Amazone, c'était la végétation totale. Le Grand Sud, c'était la glace totale, en fait. Et je crois que c'est dans ces endroits-là, oui, qu'ils étaient le plus heureux. Oui, ils recherchaient la difficulté quand même. Oui, alors après, il y a, je pense, la folie qu'on peut avoir quand on est jeune et où on se rend pas forcément compte des difficultés et où on est plus pris dans un élan un peu poétique presque de vivre les choses de façon complète et totale. Et ils étaient aussi dans cette dynamique-là, je pense, effectivement. Mais voilà. Tellement heureux. Et puis effectivement il y avait aussi ce challenge-là, effectivement, un petit bateau comme ça, parce que on parle d'un bateau qui fait 10 mètres, c'est pas énorme 10 mètres, et puis il faut voir, aujourd'hui un bateau de 10 mètres peut être très équipé et très confortable, mais à l'époque, il faut remettre dans le contexte, ça reste un petit bateau en bois qu'ils ont assemblé, qu'ils ont aménagé eux-mêmes. Ils ont fait quelque chose c'est une petite cabane, hein, mais ça reste un lieu qui est extrêmement spartiate et qui bénéficie pas du confort qu'on peut avoir aujourd'hui sur un bateau de 10 mètres. Oui.
Oui, ils ont eu quand même des difficultés. Ils ont dématé une fois, c'est peut-être pas beaucoup, une fois, et ils ont chaviré 9 fois. Oui, c'est ça. Suite en fait donc à leur passage en Amazone, donc ils sont ressortis du fleuve Amazone, ils ont continué leur descente le long des côtes de l'Amérique du Sud. Ils sont allés jusqu'au Chili, donc, et ensuite ils voulaient descendre au Grand Sud. Et en commençant leur descente, en fait, ils se sont heurtés en fait à des mers qui sont extrêmement compliquées. Ils n'étaient pas très loin de la Géorgie du Sud. Et en fait, en sous-marin, il y a des plateaux en fait qui remontent très très vite, et on passe de fonds très profonds à des plateaux continentaux qui sont plus hauts, et ça lève des mers qui sont assez impressionnantes avec des vagues extrêmement formées et des creux vraiment importants. Et donc ils ont été pris là-dedans, et suite à cette zone un peu turbulente pour eux. Effectivement, ils ont chaviré 9 fois, ils ont dématé, donc ils se sont retrouvés sans mât avec un bateau qui a commencé à couler, hein, parce que... Près de la Géorgie du Sud ? Ouais, c'est ça, ils étaient pas très loin de la Géorgie du Sud à ce moment-là. Et donc, du coup, ils ont écopé comme ils ont pu. Alors, faut imaginer un bateau qui est plein d'eau, enfin, ils ont de l'eau entre les genoux et la taille quand même, hein, donc c'est pas rien. Et puis du coup ils ont dû écoper. Bon, bien sûr, Damien, on n'a pas de radio, on n'a pas tout ça, on n'a pas de GPS, hein, c'est tout au sextant. Donc ils ont dû se débrouiller par eux-mêmes, et ils ont réussi donc à écoper leur bateau. Le bateau a été retourné au final par une vague qui l'a remis droit. Ils ont eu des problèmes avec leurs pompes parce qu'ils avaient beaucoup de cassettes audio, enfin de bandes magnétiques à l'époque pour enregistrer en fait les gens qui croisaient. Et toutes ces bandes magnétiques se sont complètement déroulées et se sont agrégées en fait dans les zones où il y avait l'arrivée de la pompe en fait. Et donc du coup ça a bloqué les pompes. Donc ils ont dû terminer au seau pour vider le bateau. Ils ont réussi à sauver des morceaux du mât et puis à enlever ce qui les embêtait pour pas couler non plus le bateau, parce que c'est le problème aussi quand on démate, le mât, tout le gréement reste accroché au bateau, et avec la mer, la puissance des vagues, ça peut taper contre la coque et ça fait bélier, et on peut couler son bateau très rapidement. Donc ils ont quand même réussi à sauver pas mal de matériel, remonter tout ça sur le pont, et ils se sont enfermés dans le bateau. Ils ont attendu que la nuit passe, alors en dormant plus ou moins. Donc faut imaginer ce que ça doit être de dormir dans des duvets qui sont trempés, tout est mouillé, enfin dans une eau qui doit être à quelques degrés parce on est quand même dans le Grand Sud. Donc il n'y a pas de couverture de survie, enfin de combinaison de survie comme on peut avoir aujourd'hui. Enfin vraiment, ils n'avaient pas les équipements qu'on a aujourd'hui. Hein. C'était très basique. Ils avaient des espèces de parkas, des bottes en caoutchouc. D'ailleurs, vous dessinez un peu les vêtements comme ils étaient à l'époque. Oui, parce que Gérard, quand on a commencé ce projet, il a passé un temps fou à replonger dans toutes ces photos qu'il m'a numérisées. Il m'a fait des dossiers classés par période du voyage. Et donc, du coup, effectivement, j'ai eu accès donc à tout. Alors ça, c'était chouette parce qu'étant un fan du livre, j'ai eu la chance aussi de plonger vraiment au cœur de l'aventure et d'avoir des documents, pour moi exceptionnels, à portée de main, à portée de Dieu aussi. Et du coup, voilà, j'ai pu découvrir aussi encore plus à quel point les vêtements qu'ils avaient, c'était des vêtements extrêmement basiques, en fait, parce que à l'époque, il y avait pas de marque, il y avait pas de marque qui se spécialisait là-dedans, il y avait rien, les polaires n'existaient pas, donc ils étaient en bottes en caoutchouc, en parka, et puis avec des gros pulls en laine, quoi, hein, c'était trempé. Juste ça. Donc voilà, tout ça, une fois que c'est trempé, c'est juste la catastrophe à faire sécher dans un bateau qui est lui aussi trempé. Donc du coup, voilà, ça a été leur moment de vraiment survie, grosse survie, pour arriver avec leur gréement de fortune en Géorgie du Sud. Géorgie qu'ils ont mis des semaines à atteindre, alors qu'ils n'étaient pas si loin que ça, mais ils avaient les courants contre eux. Et ils avaient une petite voile un petit gréement de fortune qui était pas suffisant pour arriver. Enfin, ils ont fini par arriver, mais ça leur a pris un temps fou. Hein. Alors ils mettent ça c'est dans le grand livre de Gérard Janichon. Nous n'avons accompli, je cite, nous n'avons accompli aucun exploit. Ce n'est pas un exploit pour deux garçons d'être heureux sur un bateau, d'aimer la mer, les glaces, l'Amazone, les filles des escales et les bons vins des différents pays visités. Certes, il y a un moment où Damien a dépassé ses limites et où nous étions proches des nôtres. C'était en Antarctique, en février 1973. Pour un petit voilier, Adélaïde n'est pas le bon endroit. Mieux vaut aller un peu moins au sud, aux îles Argentines, et descendre progressivement si la glace le permet. L'année précédente, nous avons dû renoncer à la terre Adélie, force 8 et 9 en moyenne sur l'année. En revanche, la mer de Ross est certainement plus accessible en partant de Tasmanie ou de Nouvelle-Zélande. Ça, c'est un peu le bilan. Oui, oui, c'est ça. Voilà. Donc, on va faire une autre pause musicale. Qu'est-ce que vous nous proposez ? Toujours Piano Océan. C'est une musique qui m'a beaucoup accompagné
pendant que je peignais ces aquarelles en fait sur le livre. Je trouve je sais pas, je sens beaucoup de Damien en fait dans cette musique. On sent ce côté voyage aussi est très présent et du coup voilà, c'est toujours Mariek et Piano Océan sur son bateau Lady Flo. Il y a le muret et la roche, il y a la marche et l'approche du lieu. Il y a la route et la question, il y a ce que le vent répond s'il veut. Il y a l'automne et l'averse, la forêt qui s'évapore, la mort. Il y a le courage de l'ami, il y a l'orage et l'abri du cœur. Il y a ici quelques beaux ailleurs encore. Il y a encore quelques beaux ailleurs ici. Il y a la patte de l'ours, il y a la griffe du vent et l'œil. Il y a le lilas, la vieillesse, le genêt et la tendresse, le deuil. Il y a l'autre et l'habitude, il y a l'inconnu, la lune, le froid. Il y a l'homme qui s'enracine, il y a l'arbre qui s'envole des toits. Il y a ici quelques beaux ailleurs encore. Il y a encore quelques beaux ailleurs ici.
Je retrouve Vincent. Donc ça, c'est votre nom d'artiste. Hein. On dit Vincent. Oui, c'est ça, c'est mon prénom. Vincent. Donc je retrouve Vincent à propos de la bande dessinée sortie le 11 mai, Damien, l'empreinte du vent. Et maintenant, il va falloir revenir. On sent très bien l'émotion qu'il y a à rentrer. Quand on a fait ce périple, on est allé en Antarctique, après il faut remonter. Et on sait qu'il va falloir revenir à La Rochelle. Qu'est-ce qu'on peut penser à ce moment-là ? Oui, alors ça, c'est quelque chose, moi, qui m'a toujours fasciné dans les aventures, quelles qu'elles soient, que ce soit l'homme qui a marché sur la Lune ou tous ces grands accomplissements incroyables, c'est comment les gens arrivent à revenir de choses pareilles. Et justement, dans un tel voyage, comment on peut revenir quand on a vécu quasiment 5 ans comme ça, dans des choses aussi fortes. Et ça, c'est intéressant parce que Gérard, justement, l'a développé un petit peu à la fin de notre livre. En fait, tout le retour en fait qu'ils ont durant tout le retour, on va dire, à partir du Brésil, ils ont fait une petite escale au Brésil où ils avaient des amis qu'ils avaient croisés plusieurs fois. Ils les avaient croisés à la descente, ils les ont retrouvés à la remontée, des gens qui les avaient un peu, là aussi, guidés au tout début, là, quand ils rentraient sur l'Amazone. Donc, ils s'étaient fait, voilà, des amis, des amitiés comme ça. Et ils ont refait escale avant de rentrer définitivement, de rentrer momentanément, on va dire, sur La Rochelle. Et justement, dans cette scène-là, ce couple d'amis, la femme pose la question à Gérard et lui dit et alors après ça qu'est-ce que vous allez faire et Gérard a une réponse, je trouve, qui est super chouette. Il lui dit on va remonter sur les toits en fait, et remonter sur les toits, ça signifie une chose dont on n'a pas parlé mais qu'on peut évoquer, qui est que quand ils étaient à Grenoble en fait, au tout début, quand ils cherchaient un peu à se découvrir et à s'éprouver un peu face à la difficulté et on va dire et à des choses un peu plus grandes qu'eux, leur sport favori, c'était de monter sur les toits en fait de Grenoble et d'aller faire d'aller marcher sur les mains ou d'aller faire, on va dire, des acrobaties en haut d'immeubles en fait. Se jauger, pour voir comment ils réagissent. Pour se jauger. Alors c'est pas des choses qui sont vraiment conseillées. Et c'est même plutôt impressionnant avec tout ce qu'il me racontait. D'ailleurs, on a une scène à l'ouverture du livre qui parle de ça. Mais en fait, c'était le moment aussi où il prenait le temps d'être assis un peu loin de la civilisation. Je pense qu'il y avait ce côté un peu chat sur les toits qui sont un peu qui prennent du recul en fait sur les choses. Derrière, il y a un petit peu cette idée-là. Et en fait, donc Gérard, quand il est au Brésil, au moment de remonter avec Damien, répond ça en fait à la femme qui lui a posé les questions, en disant on va remonter sur les toits avec Jérôme. Et en fait, on sent déjà qu'ils sont dans des aventures futures. En fait, il y a déjà une projection du après. En fait, toute la fin du voyage et même pendant le voyage, je crois. Enfin, ce qu'ils me racontaient, ils étaient déjà en train de se poser la question en disant on reconstruira des bateaux, mais maintenant, fort de cette expérience, on va les faire comme ci, comme ci, comme ça. Et donc, ils ont tout un projet en fait qui s'est monté derrière, donc ils n'étaient pas démunis non plus, ils avaient déjà un point de visée en fait, ils sont pas rentrés on va dire dans un état où tout d'un coup ils auraient été sonnés sans savoir où aller. Ils avaient déjà des points de fuite et c'est des gens qui sont très on sent qu'ils ont des points de fuite. Quand je parle de points de fuite, c'est pas la fuite de la vie, c'est plus en termes de dessin, c'est-à-dire ils ont un point sur l'horizon et puis ils partent dessus en fait. Voilà. Ouais. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait après, ces deux grands navigateurs, on peut dire? Donc quand ils sont rentrés, ils ont pas mal parlé de leur aventure, parce que leur aventure a vraiment eu un retentissement très important en France, mais aussi à l'international. D'ailleurs, à la fin du livre, on a mis les coupures de presse de différents pays en fait, tous les pays qu'ils ont croisés. Plein de journalistes se sont intéressés à eux, et puis c'est vrai que c'était une grande première à cette époque-là, tout ce qu'ils ont pu faire avec ce petit voilier. Donc ils ont eu des conférences, leur bateau a été exposé à Paris, il a été exposé à La Rochelle, dans différents salons en fait. Et il m'a passé des photos, il y a même les ministres de l'époque qui viennent sur Damien, enfin ça a eu vraiment un retentissement très important. Et en parallèle de ça, du coup, ils se sont lancés dans la construction de 2 nouveaux bateaux, donc les Damien 3 et Damien 4, qui étaient des bateaux beaucoup plus gros. Il y en a 2 aussi. Damien 2. Oui, Damien 2 et Damien... oui, pardon. oui, je me mélange là. Oui, c'est Damien 2 et Damien 3, pardon. Et donc, du coup, qui étaient des bateaux beaucoup plus gros et qui étaient destinés là à partir en famille, parce qu'au cours donc de ce voyage, ils ont rencontré leurs épouses respectives. Et donc, l'idée là, c'était de repartir à 2 bateaux ensemble, mais un bateau par couple. Voilà. Donc ils ont construit ces 2 bateaux et ils ont gréé ces 2 bateaux et puis ils ont fait d'autres aventures en fait avec ces 2 bateaux. Alors beaucoup dans l'aéronautique pour Gérard Janichon.
Alors ça c'est encore après, hein, c'est encore quelques années après, parce qu'il a fait donc ses aventures avec ses nouveaux Damiens. Et quelques années après, effectivement, il s'est lancé dans l'aéronautique. Ouais, il s'est mis, il avait un projet d'hydravion. Il m'avait expliqué, il voulait faire une grande aventure avec un hydravion, et donc il a passé son brevet de pilote, effectivement. Et puis l'aviation l'a un peu aspiré. Il a monté une école d'aviation avec un ami. Donc c'est rigolo d'ailleurs, parce que quand j'étais plus jeune et que je m'intéressais à l'aviation, je voyais les publicités dans les revues d'aviation pour cette école d'aviation. Donc c'est assez marrant, je me doutais pas que c'était Gérard qui était derrière, c'est assez drôle. Et donc voilà, il a eu aussi une partie, il a fait un convoyage d'avion aussi, il a traversé l'Atlantique Nord en avion, donc c'est rigolo parce qu'il l'a vécu en bateau. Et puis quelques années après, il m'expliquait que quand il était sur le bateau, il regardait le ciel et il se disait waouh, vue du ciel, ça doit être incroyable ce coin-là. Et puis je sais pas, plus d'une vingtaine d'années plus tard, il le retraversait mais en avion ce coup-ci avec un petit monomoteur. Donc, Et il a toujours continué à écrire. Et par contre, oui, ça, on sent que l'écriture, c'est quelque chose qui est en lui depuis tout le temps. Il me reparlait de son. Alors ça, c'est incroyable aussi. Il avait un prof de français à Grenoble qui l'a initié en fait à l'écriture et à l'amour du texte. Et ce prof de français, en fait, mon père était imprimeur. Et il y a des années de ça, un jour, mon père vient me voir en me disant « Ah, Vincent, je suis en train d'imprimer un livre. C'est un navigateur sur un bombardier. » Moi, étant fan d'aéronautique, il me dit « C'est un ancien navigateur sur un bombardier de la RAF, en fait, qui a écrit ses mémoires. » Et il me donne donc ce livre que je lis et que je trouve assez incroyable parce que pareil, là aussi, c'est des histoires de vie un peu incroyables. Et donc Gérard, donc là on se remet donc il y a quelques années, Gérard me parle de son prof de français en me disant oui, j'avais un prof de français qui était un ancien navigateur de la RAF et qui était un gars qui écrivait super bien et qui m'a donné l'amour du texte. Et pendant la conversation, tout d'un coup, j'ai un flash sur ce livre. Je vais dans ma bibliothèque, je prends le livre que mon père m'avait donné des années avant et qu'il avait lui imprimé. Et je lui dis, ton prof de français, par hasard, il s'appelle pas, je me souviens plus du nom, j'ai plus le nom en tête, mais je lui donne le nom du livre, en fait. Il me dit, bah si, c'est mon prof de français. J'ai dit, bah c'est incroyable, mon père a imprimé il y a quelques années un livre qui était en fait les mémoires de ton prof. Voilà. Et qui donc ce sont ces mémoires de guerre. Donc c'est incroyable. Enfin, il y a des collisions comme ça complètement improbables qui sont assez folles. Et Jérôme Poncet, qu'est-ce qu'il est devenu ? Alors Jérôme, lui, il est jamais reparti du Grand Sud en fait. Donc Jérôme, il s'est installé aux Falklands. Avec sa femme, ils ont pas mal vécu dans le Grand Sud avec leur voilier. Je crois même que ses enfants sont nés dans le Grand Sud. Hein. Je crois même qu'il a aidé sa femme à accoucher. Enfin, c'est très engagé, mais tous les deux, enfin le couple Poncet, donc Jérôme et sa femme, c'est Sally, oui Sally, sont des amoureux en fait du Grand Sud, donc ils sont restés dans ce coin-là et maintenant ils vivent aux Falklands et ils ont plusieurs bateaux et ils font beaucoup de convoyages dans le Grand Sud, donc pour aider. Des fois c'est pour amener des scientifiques, ça peut être pour amener des équipes de tournage, des journalistes. Voilà, donc ils sont restés établis dans ce coin-là en fait. Et Damien, qu'est-ce qu'il est devenu après être rentré ? Alors Damien, il a été racheté mais pas trop utilisé. Il a été un petit peu customisé. Il a un peu évolué mais pas tant que ça. Puis il a surtout été très vite abandonné. Et donc il a un peu pourri dans un coin, dans un hangar, voilà. Et il y a quelques temps de ça, des gens de l'association donc de La Rochelle en fait, le musée maritime de La Rochelle, l'ont un peu pris sous leur aile et puis ont décidé de le restaurer en fait. Voilà. Et il y a quelques années de ça, mon père, je me souviens, un peu avant sa disparition, 2 ans avant sa disparition, m'a envoyé des photos où cette petite coque toute abîmée était montrée en fait durant à La Rochelle, donc il y a le festival, c'est le Grand Pavois. Le Grand Pavois, oui, pardon. Il est venu très souvent au Grand Pavois. Nautique, voilà. Et la coque était présente là au Grand Pavois, donc à l'époque elle était un peu dans son jus, hein, c'est-à-dire pas dans un très bel état, mais c'était un peu pour essayer trouver des gens qui étaient des financements, voilà, qui étaient prêts à faire des dons ou à aider effectivement le projet. Et de fil en aiguille, les choses se sont faites et le bateau a été restauré et aujourd'hui, il coule une vie paisible et heureuse dans le port musée de La Rochelle. Et il fait des sorties, il navigue et il est magnifique. Il est très très beau.
Oui, de nombreux mécènes ont accepté de financer cette reconstruction. Je crois qu'en 2015, ils ont désossé complètement le bateau, qui a coûté 80 000 €, donc il fallait la suite. Et sous la présidence de Marie Gélin de 2017 à 2021, qui a beaucoup œuvré pour trouver un financement acceptable, la DRAC, puisque le bateau a été classé, il est classé, oui. En 2002. Oui, c'est ça. Donc la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles d'Aquitaine, a donné une petite subvention. Fontaine Pajot, Célonet pour les voiles. Le gréement a été offert par Sparcraft. Volvo Penta aussi a fait des dons. Garmin pour l'électronique, qui n'existait pas à l'époque, mais qui est devenu nécessaire parce que maintenant on peut naviguer dessus. Oui. Et même, pour la petite histoire, le Rhum Biel a financé les WC. Ah d'accord, je ne savais pas ça. Et puis depuis l'année dernière, Hubert de Chevigny, à qui appartenait pendant un bref moment le bateau, a vendu ses parts et désormais la totalité d'Amiens est la propriété de l'association des amis du musée maritime. Et on peut aller se faire une petite promenade, une petite sortie avec les amis du musée maritime de La Rochelle. Ah oui, sur tout à fait, il est tout à fait en vie. Et donc, c'est vrai qu'ils ont accordé un grand soin en fait, parce que vous avez parlé d'électronique, effectivement ils ont rajouté un peu d'électronique, mais j'ai eu l'occasion de passer quelques nuits sur Damien, de dormir dessus et puis de pouvoir du coup vraiment l'expérimenter pour pouvoir le dessiner. Et effectivement, Joël qui était un de ceux qui a contribué, Joël Cello, qui a contribué donc à ce renouveau-là, m'expliquer à quel point et le soin qu'ils avaient apporté à réutiliser les matériaux en fait, et à sauver un maximum de choses de Damien. Il y a des choses qui ont été reconstruites, mais même les loquets des équipés, donc c'est ces petits placards en fait. Elle me disait, tu vois, ça c'est pas forcément toujours très bien ajusté, mais Damien il était comme ça, et on a vraiment essayé de retrouver son jus originel en fait. Oui, il faut, puisqu'il est classé, on peut pas mettre n'importe quoi. Oui, c'est ça. Faut vraiment le respecter. Voilà. Donc l'électronique, elle est très discrète en fait sur le bateau, et vraiment on a le bateau tel qu'il était à la fin de son aventure. C'est un bateau aussi qui a beaucoup évolué tout au long de son aventure. Donc là on a sa couleur en fait de fin d'aventure, quand il avait sa petite bande rouge sur la coque, et puis sa coque, sa ligne de flottaison, enfin son anti-fouling rouge, parce qu'il a été bleu, il a été de plein de couleurs tout au long de l'aventure, il a changé de robe plein de fois. Mais là c'est la version Damien sur la fin de l'aventure en fait. Alors, ces aventures sont passionnantes. Alors je vous incite vraiment à lire la BD de Gérard Janichon, dessinée par Vincent aux éditions Glénat. Le texte est authentique et les dessins superbes. Chaque planche est une aquarelle aux couleurs délicates. Et comme disait Isabelle Autissier, qui a préfacé cet album, Damien, Gérard, Jérôme, tout est dit. La plénitude de la vie, si simple, si compliquée, si belle, si déchirante. Merci à eux. Merci.